Chaque voyage commence par une étincelle. Une lumière éclairant la nuit qui dessine un chemin. Cette traversée nous promet la réussite, mais reste néanmoins pleine de défis, de doutes et d'obstacles. Alors oui, l'Odyssée d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une route qui impose persévérance, passion et discipline. Ici, nous partagerons leurs histoires, leurs aventures. Bienvenue à bord de l'Odyssée. Bienvenue dans l'Odyssée. Donc, comme vous voyez, nouveau setup, nouvel invité, nouvelle vidéo. On a investi, on a acheté un studio. C'est juste chez moi. Armand, comment tu vas? Écoute, ça va tranquille et toi? Super, merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Ouais. Écoute, regarde comment t'accueilles. Petite bougie, c'est ça. Royal, petite bougie, il y a une petite ambiance. C'est juste l'ambiance. Alors je suis désolé, on n'aura pas de cookies dans cette vidéo, des cookies, c'est vrai. mais là quand même, Mince. il est l'heure de manger. Mais promis, je te ramènerai une prochaine fois. Écoute, ça te va? ce sera la prochaine. Ok. Écoute, je te propose de commencer par te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es et un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui, rapidement. Ouais, pour le dire en deux mots, moi je viens de Nice à la base, j'ai grandi ici, mais j'ai bougé, j'avais fait un sport-études de baseball quand j'étais au lycée. Baseball. Surprenant, ouais. À Nice. J'étais à Nice, j'ai fini dans les équipes de France jeunes, j'étais en équipe de France moins de 15 et moins de 18. J'aurais fait du basket, ça aurait pu être en régional, que je finisse, même pas peut-être départemental, mais baseball en fait il n'y a pas grand monde. Du coup tu te retrouves, ouais. Je suis pas bon, mais si bien. Allez viens, t'inquiète, il manque 3 joueurs de toute façon. Mais du coup j'avais fait ça, j'étais parti en sport-études, mais en vrai bête d'expérience, ça m'avait permis d'aller aux États-Unis jeune, avec le rêve en tête de jouer au baseball là-bas. D'accord. Je voulais choper une scholarship dans les universités américaines à l'époque. Mais ça s'est pas fait. C'est l'équivalent des croisés, tu connais. J'étais lanceur, je me suis pété le bras 3 fois, coup sur coup, comme ça. Ouais. Quand même, ouais. Et du coup, ça l'a pas fait, j'ai pas progressé comme il fallait. Et en fait, c'est les moments où soit ça le fait, t'intéresses des recruteurs pour n'importe quelle structure, soit le coach il est assez réduit en fait. Comme dans tous les sports où ça se passe à cet âge-là, je pense que c'est une expérience, tous les jeunes en centre de formation de n'importe quel sport, ils vivent la même. Mais du coup, après ça, j'avais fait une fac de droit. J'étais revenu à Nice pour la fac de droit. Ouais. J'ai fait 3 ans à Nice, 1 an à Aix-en-Provence pour mon Master 1. Là, j'étais en droit des affaires. Et après, j'ai basculé en école de commerce à Lyon. Et suite à ça, j'ai eu l'occasion de bosser un petit peu. J'avais déjà monté un petit projet entrepreneurial avec des potes de l'école à ce moment-là, pendant le Covid. Mais c'était plus un one-shot. Ça nous avait permis de faire quelques sous pendant le Covid. Ouais. Et Parce qu'il y a eu du dropshipping là-dedans. Il n'y a pas eu de dropshipping. Franchement, c'était un business legit et rien que ça, c'est beau. J'étais pas sur ces vieilles vidéos influenceurs de deviens riche en important ce produit spécifique. Exactement. Non, c'était un truc legit. En gros, c'était notamment grâce à mon frère de base, on faisait du SEO. En gros, on sous-traitait, c'était à l'époque où il n'y avait pas d'IA. Et du coup, je m'étais mis avec des gars qui avaient monté ce truc-là pour faire du copywriting pour les gens qui ont besoin de référencement SEO. Donc à l'époque, c'était encore fait beaucoup par des petites mains comme ça, et t'étais payé à l'article. Et en fait, mon frère était dans une start-up à Paris où il développait un modèle sémantique, c'était du machine learning, mais du coup, il fallait, en gros, c'était un truc sur de la publicité pour cibler des gens, mais sur la typologie de contenu qu'ils lisent et sans utiliser les cookies pour les tracer. Le truc était assez prometteur. Et en fait, ils avaient besoin de data pour alimenter leur machine learning et de data fiable. C'est vraiment la qualité de la data qui faisait la diff sur ça. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un contrat de sous-traitance avec ça. On l'a fait pendant 5-6 mois. Et où du coup, grâce à ça, on leur faisait leur base de données. On allait chercher un peu la data dont ils avaient besoin. Et donc, business legit. Et ça avait payé les vacances. Ok, beau business. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais fait pas mal de taf d'été à chaque fois. Chaque été depuis mes 16 ans, je pense. Et j'ai plus fait de taf d'été après ça. Je me suis rendu compte de c'est quand même mieux de monter ces trucs fini d'être payé au lance-pierre dans un taf pas déclaré ou si t'as un accident de scooter, vas-y. Ok. Et voilà. Et après ça, du coup, j'ai fini mes études. J'ai fini en étant à Milan. Je suis parti à la Bocconi à Milan. J'ai eu la chance de pouvoir partir là-bas en Erasmus.
Là-bas, passionnant. Je me rappelle, c'était au moment de la guerre en Ukraine qui s'était déclenchée. Ah oui, d'accord. J'avais un cours de Geopolitics for Business et en gros, le prof, il nous dit, genre ce jour-là, on apprend à la veille que du coup, Poutine avait attaqué. Le cours commence vers 16h et le gars nous dit, je vais devoir partir une demi-heure plus tôt parce que je suis invité sur, c'était Corriere della Sera, vous voyez le journal, c'est je pense l'équivalent du Monde ou quoi en Italie. Et ils avaient une chaîne à eux et le gars était l'expert invité sur la chaîne. Donc ils te disent, je dois partir une demi-heure plus tard. T'as un mec comme ça qui te fait cours. C'était passionnant. Le gars en plus incroyable, super intéressant. Et du coup après ça, j'avais pendant cet échange-là, j'ai commencé à bosser sur un projet entrepreneurial et en fait je me suis lancé sur ça. Juste après. Et j'ai continué après long chemin. Très très long chemin, mais voilà, c'est ça qui m'a amené vers ça. D'accord. Très beau parcours déjà. Très beau parcours. Mais dans ce que tu dis, tu as quand même commencé assez tôt, je veux dire, à faire des business, à entreprendre. Est-ce que toi, c'était ta vision dès le début de dire je vais monter mon entreprise et je vais me mettre là-dedans? Non, pas du tout. En réalité, franchement, pendant les études, je crois que c'était une époque, vous avez dû le ressentir aussi. Il y a eu un switch depuis quelques années où c'est beaucoup plus ouvert et ça devient un peu une voie envisageable et acceptable pour beaucoup de jeunes de se lancer. Ça s'est démocratisé de ouf, ce qui est une super chose. Mais où du coup, quand j'ai commencé les études, j'étais à la fac de droit, moi je voulais devenir avocat à la base. D'accord. Et en fait, j'avais fait un stage en cabinet d'avocat d'affaires. Alors très, très bien, très intéressant et tout. Mais il y avait une redondance dans les dossiers qui me plaisait pas trop. Genre dans les quelques mois de stage que j'ai fait, je me suis retrouvé à refaire les mêmes dossiers mais sur des personnes différentes. Mais tu fais exactement le même pattern. Et je me suis dit, waouh, faire ça pendant toute une carrière, est-ce que c'est vraiment... Et il y a aussi un truc un peu moral que j'avais en vrai, ça m'étonne pas mal. Genre il y a des trucs où le client, tu peux avoir un client qui te dit ok je veux faire comme ça, tu dis non mais ça va pas passer et si lui il veut quand même y aller comme ça, tu y vas comme ça et tu dois bidouiller un truc mais la défense c'est pas la bonne. Et encore là ça va, c'était sur un truc technique, économique, bon il t'écoute pas mais c'est lui qui va perdre de la thune mais en fait à côté tu y vas quand même et tu te dis dans les autres secteurs où c'est plus du droit de la famille, où t'as des trucs un petit peu plus chauds, etc. Moi, je me projetais pas là-dedans. Je sais qu'il y en a plein qui sont très bien et qui s'épanouissent là-dedans, mais moi, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Ouais, et puis comme tu dis, c'est très chronophage en fait, finalement. Tu dis chaque client entre guillemets est différent, a une problématique entre guillemets différente, mais finalement tu t'y retrouves à chaque fois comme tu dis, sur des patterns, sur des choses qui sont des similitudes et tu vas traiter de la même manière et tu vas, voilà. Donc, ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé finalement à te lancer dans l'entrepreneuriat? Et ça du coup c'était juste j'avais une idée qui semblait pertinente à ce moment-là. En fin de compte il n'était pas tant que ça. Mais du coup l'envie de l'explorer à ce moment-là et en gros il y avait un calcul dans ma tête de je sors d'études, j'ai pas de situation familiale ou quoi que ce soit, pas d'enfant à charge. Je peux prendre le risque maintenant de pas aller chercher direct un salaire. En plus moi j'ai un prêt étudiant mais du coup le prêt étudiant était décalé, donc j'avais un petit temps avant de commencer à le rembourser. Donc c'était un peu si je le faisais pas maintenant, je risquais de pas le faire du tout. Il y a plein de parcours différents et tout, mais je pense que c'est plus facile quand tu t'es pas encore inséré dans un salariat qui est confortable, de dire ok, ça va peut-être un peu moins partir en vacances par rapport à d'autres potes qui se régalent ou quoi, mais ça peut valoir le coup. Et avec le côté aussi de le fait que ça soit démocratisé, ça permet de pas prendre un risque. En fait, tu as un peu une aversion au risque en réalité quand tu entreprends. Tu as le risque acceptable que tu es capable de prendre. Et là, typiquement, c'était même pas un risque de si ça se cassait la gueule, étant donné qu'il n'y avait pas de dette, je pouvais continuer et m'en servir comme une expérience qui allait être valorisée plus que négative si je devais aller chercher un boulot. Donc à ce titre-là, en fait, c'était un peu en tout cas, j'ai jugé que c'était un bon choix de carrière. C'est le moment, comme tu dis, c'est le moment où il n'y avait pas trop de risques. Et finalement, tu avais ce crédit, mais ce crédit aujourd'hui, tu le rembourses. Comment ça se passe par rapport à ça? Ah ouais, ça a commencé là. Ah oui. Là, il se régale. Par la première fois de chaque mois. Et encore, j'ai eu de la chance, il y avait un partenariat avec mon école, et du coup, ça va. Typiquement, là, il y avait des sous sur le livret A, en gros, une partie du crédit. Je vous passe les montages et tout, qui ne sont même pas des montages en réalité.
c'est peut-être une mauvaise utilisation de mon capital. Mais bon, bref. En gros, du coup, avec inflation et tout, le fait que ça reste sur le livret A il était à 3%, beaucoup plus bas. En vrai, par rapport au taux d'intérêt que j'avais, je gagnais de la thune sur les intérêts par rapport à ce que je devais rembourser. Donc, ok, mais juste, vu qu'en gros, je l'avais doublé et j'avais du cash disponible parce que je voulais partir dans l'entrepreneuriat. Et juste avant de partir, j'ai doublé le prêt étudiant que j'avais. La moitié était déjà partie du coup dans les études pour payer l'école. Mais par contre, j'avais une autre moitié de cash qui était disponible et que j'avais pris sur les conseils d'un enseignant justement de Milan. Qui disait en fait si jamais à un moment tu veux lever des fonds, ce qu'il m'avait expliqué, c'est que il disait faut mettre du skin in the game et en gros si toi-même t'es pas capable de mettre un peu d'argent, genre si tu lèves beaucoup, on ne demande pas de mettre l'équivalence en monétaire mais juste de prendre un petit risque qui montre que si toi tu crois pas dans ton projet au point de mettre de l'argent, pourquoi moi j'y croirais au point de mettre de l'argent, ce qui est juste un truc d'alignement d'intérêt d'incentive. D'accord. Et du coup je l'avais fait pour ça. Et effectivement, là, il est en train de taper un petit peu. Tu dis que bon, voilà, il va falloir quelque chose quand même pour pouvoir le rembourser, quoi. Ouais. Bon, ça motive, hein. C'est sûr. Il faut gagner de l'argent, du coup. Une sorte d'épée de Damoclès. 800 € par mois, tu dis bon, peut-être peut-être qu'on va rester 1 heure de plus ce soir. Même pour l'emploi, il suffit plus. Hein. Ok, clairement, c'est quoi une journée classique pour toi aujourd'hui? Là, pour l'instant, c'est beaucoup de dev, beaucoup de développement produit. Mais ça vaut peut-être le coup que j'explique un peu en 2 mots en quoi ça consiste. En gros, moi, je monte une plateforme d'achat-revente d'un produit d'investissement que tu connais bien, qui sont les SCPI. Et c'était pas le projet initial, hein, quand je disais l'idée à la base, il y a eu beaucoup de pivots qui ont fait que je suis arrivé à cette idée-là. Mais bon, on pourra peut-être y revenir après si ça vous intéresse. Mais en gros, du coup, la mouture actuelle de ce projet, c'est du coup une plateforme d'achat-revente d'un produit d'investissement, mais directement de particulier à particulier. Et en gros, les SCPI, c'est un produit d'investissement qui est intéressant pour ceux qui souhaitent placer leur argent dans la pierre papier, ou même dans l'immobilier de façon plus classique. Mais à la sortie, tu tapes des frais pour simplifier, on va dire des frais de transaction, des frais de sortie, qui sont 9,9% en moyenne du montant total investi, mais à la sortie. Donc s'il y a eu plus-value, c'est aussi sur la plus-value. Et ça peut prendre du temps. Selon les SCPI, alors il y en a où ça va vite, il y a une liquidité qui est acceptable. Il y en a d'autres où pas du tout. Et dans ce cas-là, tu es coincé parce que souvent quand ça prend du temps, c'est qu'il y a un système, une sorte de mécanisme de carnet d'ordre où du coup tu es sur une liste d'attente et t'attends. T'attends que ça se libère et que ça arrive à ton tour pour pouvoir récupérer ton cash. Malgré tout, juridiquement, tu as le droit, si toi tu trouves un acheteur, d'aller trouver cet acheteur-là et de lui dire je vends mes parts, je te les vends à temps, on se met d'accord, on signe un contrat. Et dans ce cas-là, à moins que la société de gestion en charge de la SCPI te refuse l'agrément, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle doit elle-même te trouver un acheteur ou elle-même te rembourser les sous, elle ne peut pas t'empêcher de sortir, en tout cas elle ne peut pas empêcher le vendeur de sortir. En fait, la transaction elle va avoir lieu et si tu as trouvé toi-même, peut-être qu'il y avait 2 ans d'attente, mais si quelqu'un d'autre rentrait aux conditions que tu avais fixées, ça te permet d'avoir une meilleure liquidité sur ça. Et surtout, ça permet de réduire les frais de transaction de façon drastique. Sur la plateforme, du coup, on prend 1% hors taxe du montant total de transaction, parce que du coup, le processus est digitalisé et donc on peut se permettre de faire du volume. Et par contre, il y a des sessions de droits sociaux, c'est une session de droits sociaux, et donc tu as des droits d'enregistrement qui sont exigibles par l'administration fiscale et qui sont de 3 à 5% selon les situations. Droit d'enregistrement, c'est-à-dire que tu changes le nom du propriétaire aux yeux de l'administration. Okay. Moi qui ne suis pas dans ce monde-là, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est en soi une SCPI Ouais, carrément, c'était carrément. des explications pertinentes à formuler. En gros, si là, demain, tu veux placer de l'argent dans l'immobilier, tu veux investir dans la pierre, on va simplifier, mais tu as 2 options qui s'offrent à toi. Soit tu vas acheter de la pierre. Par exemple, tu vas acheter un appartement et tu vas te dire « Ok, je commence à le louer ». Et du coup, ça veut dire que tu dois potentiellement faire un crédit à la banque, tu dois avoir un apport. Et ensuite, soit tu le mets en gestion immobilière, locative, mais du coup, il y a quelqu'un l'agence qui va gérer pour toi, elle va te prendre un pourcentage. Et puis, si tu t'en occupes toi, il peut y avoir des galères. C'est aussi une charge mentale assez importante. Et surtout, tu es un peu limité par ce que tu peux acheter. Donc, si tu as un apport, disons, minimum par rapport à d'autres plus gros acteurs, en fait, tu vas acheter un appart, un studio que tu vas potentiellement retaper, et puis mettre en location, et puis tu as investi dans la pierre de cette façon.
il y a une autre option pour investir dans la pierre qui est d'investir, alors il y a différentes options, mais l'une des options, c'est dans l'indirect, c'est les SCPI. Et en gros, c'est une sorte de pool, un fonds d'investissement où tout le monde va placer de l'argent. Et donc, au lieu d'être juste toi investisseur, il va y avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers d'investisseurs qui vont mettre de l'argent. Et en fait, le fonds qui va collecter tout cet argent, après, lui, il a une stratégie d'acquisition immobilière qu'il va mettre en place. Et avec tout l'argent investi, ils ne vont pas se contenter juste d'acheter un appartement, ils vont acheter potentiellement l'immeuble entier. Okay. Et grâce à ça, ça leur permet de se tourner par exemple vers de l'immobilier de bureau, ce que tu n'aurais jamais pu faire. Exactement. Toi, à moins d'avoir beaucoup d'argent, d'être un high net worth individual, tu peux pas le faire toi-même, tu vois. Ouais. Et donc, ça peut te permettre de diversifier sur par exemple, l'immobilier locatif, il se porte moins bien. Ça ne veut pas forcément dire que les baux commerciaux vont moins bien, tu vois, tout dépend de la conjoncture. Et du coup, les SCPI sont un véhicule financier dans de l'immobilier indirect qui permettent de mettre ça en place. Et en plus de ça, tu as du coup la gestion qui est déléguée. Toi, tu as placé ton argent. Bien sûr, il y a un pourcentage qui est pris par le fonds professionnel de la gestion qui s'occupe de ça. Mais du coup, c'est des tracas en moins et tu peux diversifier ton argent dans la pierre. Ouais, c'est plutôt très bien expliqué. Ouais. Et en fait, si tu veux, lui, il arrive sur un moment où il y a maintenant, parce que les années passent assez vite, mais il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans maintenant, avec l'inflation qui a monté, les taux directeurs des banques centrales ont été augmentés, donc les taux même d'emprunt aussi ont suivi et ont été augmentés, ce qui fait qu'avant, quand tu empruntais peut-être à 1%, tu empruntais plutôt à 4,5% à 5%. Ce qui fait que le marché de l'immobilier en général s'est retrouvé un peu verrouillé et donc il y a eu des grosses tensions, d'accord ? Donc à partir de ce moment-là, les SCPI faisant partie du marché immobilier, les valeurs des SCPI ont également chuté, d'accord ? Parce que forcément, moyen d'acheteurs, moyen d'offres, etc. Enfin, la loi de l'offre et la demande, les valeurs des biens ont chuté, donc derrière, les valeurs de part de ces SCPI ont chuté également. Ce qui a entraîné en fait un peu une panique sell, comme on dit un peu sur le marché financier, qui a entraîné un peu une panique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont voulu sortir en même temps et surtout des gros institutionnels, d'accord ? Donc quand on parle de gros institutionnels, c'est des institutions qui, elles, toi tu vas détenir peut-être pour 100 000, 200 000, 300 000, peut-être 1 million de parts de SCPI, elles vont détenir pour 100 millions, 300 millions, 400 millions. Et quand elles vont sortir, du coup, elles vont verrouiller ce carnet d'ordre-là. Et toi, en tant que petit particulier, si tu veux sortir, tu vas passer loin derrière et tu vas mettre peut-être 2 ans, 3 ans à sortir. Okay. Et en fait, là où il apporte vraiment une solution à ça, c'est que on va contourner ce système-là, on va empêcher entre guillemets ces institutionnels de sortir avec leurs gros mouvements et aller directement faire du particulier à particulier pour fluidifier ça et en fait apporter de la liquidité sur un marché qui n'est pas, voire très peu liquide. Ok. D'accord ? C'est un peu ça ? Ouais, c'est complètement ça, tu as très bien résumé la situation. Et j'ai très bien compris. C'est important, les explications sont très importantes. Mais en plus, il y a un truc un peu shady derrière tout ça. Bon, shady, tout est légal, bien évidemment, mais en termes de moralité, pour les petits porteurs, en fait, le rapport de force, il est complètement déséquilibré. Et les investisseurs institutionnels que tu cites, quand ils font ça, en fait, ils menacent de sortir, mais souvent, ça négocie direct avec la société de gestion, qui, elle, en gros, imaginons, tu as un gros fonds, genre des investisseurs pros, du coup, qui ont mis de l'argent dedans. S'ils représentent 10% du fonds, ou 15% du total des investisseurs, s'ils sortent d'un seul coup, ça met un sacré froid sur la SCPI en question. Et du coup, le gestionnaire, il est un peu tenu de l'image, ce que ça va envoyer comme message. Est-ce que si lui sort, il n'y en a pas d'autres qui vont justement paniquer et dire « Ok, pourquoi il sort ? Il y a quelque chose qui se trame. » Et du coup, ça peut encore plus faire chuter le prix des parts. Loi de l'offre et de la demande, si ça vend trop, forcément, ça veut dire que l'offre est plus importante que la demande, donc drastiquement, naturellement, ça chute. Et du coup, c'est un rapport de force avec les sociétés de gestion où l'investisseur pro qui veut sortir va dire écoute, on s'arrange, tu vas peut-être revendre tel actif pour m'assurer une sortie sous forme de fonds de remboursement, etc. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'en assurant cette sortie-là, déjà, il coince un peu le truc pour tout le monde. Et en plus de ça, les gens qui restent dans la SCPI, c'est eux qui assument la perte. Parce que ça veut dire que l'actif immobilier, il est revendu. Donc, en termes de valorisation de la part, qui est directement indexée sur l'encours, le total des biens immobiliers qu'ils possèdent, du coup, ta part, elle vaut moins, puisqu'il y a un actif de moins et qui a servi uniquement à rembourser un investisseur dans sa sortie.
Et du coup, tu as un rapport de force qui est quand même beaucoup en faveur de ces investisseurs institutionnels-là et qui peut pénaliser pas mal, autant en termes de liquidité, même en termes de valeur de part, les petits porteurs, les investisseurs particuliers qui, eux, ont placé quelques billes dedans. Et là où ça peut être intéressant pour tout le monde, en tout cas peut-être pas pour les investisseurs institutionnels, mais là où ça peut aussi rendre service à ces porteurs-là, ces petits porteurs en pierre-papier, que ce projet, la Paper Rock, il émerge, c'est que du coup le rapport de force il s'inverse et la société de gestion, si jamais la plateforme fonctionne bien, peut dire tu veux sortir, il y a un marché secondaire, vas-y, si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'on ne fasse pas de fonds de remboursement ou qu'on ne soit pas prêt à se séparer d'actifs, tu peux aller là. Mais pour l'instant, il n'y a pas cette option. Et donc, il y a toujours le bras de fer entre les deux. Mais qui est au détriment, en réalité, des petits porteurs. Clairement. Mais donc, dans tout ça, d'où est venue cette idée de Paper Rock, au final? Ça, c'est des pivots successifs. Tu rentres dans un chemin et là, tu dis « Ah, mais c'est une impasse !» Et tu vois une petite porte, là, une petite trappe, et tu te dis « Ah, pourquoi pas explorer là-dedans ?» En gros, tu dois savoir, quand tu te lances dans un projet, tu as une phase donc tu as ton idée, et après, dans toute ta phase d'idéation, tu vas voir comment, en fait, tu vas l'articuler. Mais avant, en gros, de faire la moindre démarche sur le papier, tu vas penser à tout, étudier tout, discuter avec beaucoup de gens pour t'assurer que le besoin que tu as cru cibler, parce qu'à ce moment-là, tu crois juste le cibler et y répondre de façon intéressante, il existe vraiment et que effectivement c'est quelque chose qui est ressenti par des gens qui sont prêts à payer pour que tu leur enlèves cette épine dans le pied. Et en fait, du coup, à la base, la première idée qui du coup n'a jamais vu le jour, sur laquelle je partais avec un ami à moi qui était en école d'ingé à Centrale. Et c'était de tokeniser des parts sociales d'entreprises non cotées en bourse. Okay. Et du coup, c'était de la tokenisation sur un protocole blockchain, etc. Mais en gros, on voulait résoudre un problème de liquidité, mais on s'est rendu compte que le besoin n'était pas du tout le bon. En fait, effectivement, il y a de la paperasse à faire, etc. Et à travers un protocole blockchain, ça pourrait faciliter les choses. Sauf que le gros temps qui empêchait cette liquidité facile sur des parts sociales d'entreprises non cotées en bourse, il ne vient pas de la technicité contractuelle de la relation, il vient de la valorisation. Et du coup, de toute l'étude en amont. Et ça, tu as beau proposer un truc pour aller plus vite, où c'est un protocole blockchain et tout est facilité, en fait, le temps de valo et de due diligence avant, il va toujours être le même. Et du coup, je pense que ça verra le jour d'ici 10 ans, parce qu'il y a quand même en fait, c'est un protocole sécurisé qui est très transparent, donc il y a plein d'intérêt à ce que ce processus-là, il émerge. Mais là, le timing pour aller sur ce marché-là, il n'était pas du tout le bon et on ne répondait pas assez à un besoin où les gens étaient prêts à payer. Mais du coup, en creusant comme ça, tu discutes avec beaucoup de gens et en discutant avec des gens, on s'est rendu compte que, attends, t'es la troisième personne qui nous parle de ça. Et c'est quoi ce problème-là que vous avez? Et du coup, on pivote, on commence à creuser, on arrête de creuser ce truc-là et on commence à creuser le truc qu'on a découvert. Et en fait, ça, on l'a fait 4 fois. À chaque fois, tu penses avoir un truc et en fait, non. C'est bon. Mais il y avait un truc intéressant dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, on réduisait le nombre de variables qu'il était nécessaire de contrôler pour pouvoir mettre le projet en place. Et au début, quand tu te lances, en tout cas, nous, on avait un peu la folie des grandeurs, un peu comme un écrivain qui veut tout mettre dans son premier bouquin. Tu sais, où je veux tout dire à la fois, dans 150 pages. C'est pas possible. Et du coup, tu as un peu la folie des grandeurs, alors que c'est le moment où tu te lances, tu as le moins de moyens, le moins de réseaux, le moins de ressources. Et du coup, en fait, il y avait vraiment ce travail d'épuration. Je crois que il y avait une phrase de Saint-Exupéry la perfection, c'est pas ajouter, c'est retirer. Bon, sans substance, attention. Elle est vraiment pas maîtrisée, la citation. Mais en gros, c'est l'idée qu'il faut plus se retirer des variables à devoir gérer, plutôt que de s'en ajouter en se disant, ouais, ça, on peut le mettre en relation avec ça et tout. En fait, non, il faut aller là où c'est le plus simple à mettre en œuvre et où ça répond vraiment à un besoin, quoi. D'accord. Et donc, avec tout ça, petit à petit, tu es arrivé sur Paper Rock. Et au bout d'un moment, le sujet, l'un des pain points qui était décrit, c'était les SCPI, les commissions, la liquidité. Et du coup, là, j'ai creusé. Et là, j'ai fait oh, mais attendez, mais c'est intéressant, là. Ce qui est fou, c'est le nombre de compétences et de connaissances que tu dois acquérir, en fait, que tu dois aller chercher, avoir. Comment tu as fait? Parce que finalement, tu dois être codeur, tu dois être juriste, tu dois être financier. Tu vas chercher un nombre incalculable de connaissances. Et comment tu arrives à, entre guillemets, aller chercher toutes ces connaissances, à les retenir aussi, à les appliquer directement
Comment tu t'es formé? Je dirais Internet, mon ami. Internet. Comme on disait. Je savais la réponse. On le disait ça dans d'autres interviews, pareil, c'est que maintenant, depuis quelques années, vraiment on a tout qui est sur Internet, que ce soit YouTube, maintenant ChatGPT, Perplexity, enfin vraiment toutes les IA. Et c'est beaucoup plus simple, et ça dans tous les domaines, je pense, dans ton domaine, où tu dois acquérir des connaissances qui sont un peu de plusieurs milieux. Ah ouais, clairement. Et du marketing. Ouais. Codage, marketing. Il arrive, il te parle de finance, il te parle de jeux, Ouais. il te parle de caméra, il te Ouais, parle de ouf. C'est vrai qu'on a parlé de C'est caméra. vrai. Oh, t'as pas une FX3 là? Tu peux pas tout savoir. Non mais c'est vachement bien, c'est vachement bien, mais ça montre en fait cette envie aussi d'avancer dans le projet, de se dire même s'il y a des trucs c'est pas ma passion de base, vas-y j'y vais. Comme tu es en plein développement, tu dois coder peut-être l'application aussi. Ouais, clairement. C'est un truc de fou. Enfin, moi en tout cas je trouve que c'est un truc de fou. Mais après du coup ça rend le truc passionnant et franchement Internet, on parlait, tu me disais que tu faisais sur DaVinci avant quand on discutait pour le montage. Je suis sûr que tu as dû te buter de vidéos de montage. Et en vrai, c'est grâce à Internet. On vit à une époque sur ça où il y a beaucoup de travers sur tout ce que la connectivité, l'ultra-connectivité a fait. Il faut savoir filtrer aussi. Fait à notre société. Typiquement filtrer parce que sinon tu te retrouves, tu t'auto-enfermes dans des justement, c'est quoi, ces bulles de filtrage ou non, comment ça s'appelle? C'est quelque chose, ça. C'est les communautés qui s'auto-alimentent parce qu'ils sont dans leur propre bulle et ils en sortent pas. Mais du coup, il y a quand même une belle promesse qui est de la technique, elle est dans beaucoup de domaines, elle est bien plus facilement accessible. Et là, en plus, avec les IA génératives, tu peux même demander, avant c'était, tu vois, quand je me suis lancé, il n'y avait pas d'IA, quand j'ai commencé ce projet-là, et c'était beaucoup de recherche. Et ça, c'était vachement fastidieux. Et en vrai, moi, la façon dont je me sers des IA génératives là, c'est pour me former. Genre, j'ai l'impression d'avoir un prof particulier où si tu as une question spécifique, bon, de temps en temps, il dit n'importe quoi. Oui. Et t'es là, tu fais, mais attends, mais ça fait 1 heure que je comprends pas ton truc, mais c'était toi en fait. C'était toi, Jackson. Mais t'as quand même ce truc de maintenant, il y a même le prof particulier. Avant, t'avais beaucoup de ressources accessibles, mais des fois, tu te perdais à moins de trouver le bon forum fait par un passionné où le gars, il t'a tout déballé. C'est incroyable, c'est de l'or ce que tu racontes. Et le mec, il a tout fait gratis. Allez, il y a une petite pub, il y a une ad payante, je pense qu'il doit se faire 50 € au mois. C'était sur des trucs de mixage audio et tout. Et en mode, le gars, c'est ça, mais c'est juste un passionné. Et là, en plus, maintenant, tu peux demander aux IA et en fait, dans la discussion, même je pense qu'il y a un truc intéressant dans la façon dont ça t'oblige à poser la question. Oui. En fait, ça t'oblige à conscientiser ton problème et donc à le logifier. Est-ce que ce terme est accepté? Ouais, on va dire. Comme si tu l'expliquais à quelqu'un, parce que tu l'expliques à l'IA. C'est ça. Et du coup, des fois, même si elle te donne des réponses fausses ou pas ce que tu attendais, en fait, toi, tu as commencé à comprendre le truc parce que tu t'es posé les bonnes questions. Exactement. Alors qu'avant, c'était peut-être un travail où tu te retrouvais dans une impasse plus rapidement. Parce que tu posais pas le problème. Tu posais pas vraiment le problème. À part 2-3 sociopathes qui mettaient tout. Là. Qui notaient tout avant de faire la recherche. J'ai fait pour ça, je vais là-dedans. Mon plan de bataille est prêt. Non, c'est ça, c'est clairement ça. Tu te lances quand même dans un monde de la finance qui est quand même un monde pas facile, assez opaque, qui tend à devenir de plus en plus transparent. T'es pas seul, je veux dire, à le rénover, à le rendre un peu plus transparent. Mais est-ce que tu as déjà vécu des faits assez marquants, des piliers qui sont mis face à toi, parce que là, tu vas quand même gratter sur des commissions, sur des personnes qui se gavent, sur un milieu quand même où il y a beaucoup d'argent en jeu. Est-ce que tu as des choses qui sont mises face à toi, peut-être des piliers, des faits marquants, tu dis ah ouais. J'ai une anecdote, mais je ne pourrais pas dire les blazes, parce que c'est dans l'écosystème. On dira pas les blazes. Mais un peu ça, mais c'était pas tant... Alors c'était un financier. Et je pense qu'en plus, outre le secteur opaque, etc., tu as aussi des mentalités dans cet écosystème-là, où en vrai, c'est marche ou crève, c'est quand même un milieu de requins, où c'est l'appât du gain en permanence, quoi. Je pense pas qu'il y ait le moindre truc vraiment éthique, ou alors on te le vend pour saupoudrer d'une couche marketing, mais en réalité, la finalité, c'est juste de faire de l'argent sur le capital que tu vas investir. Et du coup, effectivement, ça se ressent dans certaines mentalités, et ça se ressent dans un côté un peu rapport de force en permanence, rapport de force et de séduction en permanence,
bon, qui est normal et qui est dans toutes les relations humaines. Mais là, c'est vrai que dans cet écosystème-là, rien qu'au niveau statutaire, bah, toi, je pense que tu le vois tous les jours dans ton métier, t'as un truc de selon ce que tu dégages, selon ce que tu montres. C'est vraiment, ça joue sur l'expérience qu'il y a. En gros, si mon conseiller en gestion de patrimoine, par exemple, il roule pas dans une belle voiture, est-ce qu'il est vraiment bon, ça? Et du coup, t'as vraiment, genre, c'est là où les biais cognitifs prennent une importance assez importante. Mais du coup, ça a plus joué sur le côté, en vrai, bonne expérience, mais sur le moment, ça te fout un petit chaos. En gros, je venais de me lancer sur le projet, je fais un prix, et dans ce prix-là, je finis deuxième, et on me donne, genre, franchement, pas mal de thunes pour un truc où tu finis deuxième. Il y a des concours où tu prends moins. Là, c'était un concours où, franchement, ça m'a bien aidé. Mais en fait, dans les membres du jury, il y avait un gars du jury qui veut me rencontrer après. Okay. Et ça l'intéresse. Apparemment, il investit à côté. C'est ce que me dit l'un des membres de la commission. Et du coup, moi, je vais au rendez-vous. Mais j'y vais tranquille. On s'est déjà rencontrés. C'est une rencontre un peu officieuse comme ça. Et en fait, il me fait rentrer dans son bureau. Et il y a un mec dont je ne dirai ni le poste, ni le nom, quoi, mais qui était implanté dans l'écosystème. Et en fait, moi, j'y vais, mais je savais même pas qu'il était là. J'avais préparé un pitch deck, mais tu sais, surtout sur un domaine comme ça, SCPI, c'est très vulgarisant parce que tu sais jamais à qui tu t'adresses. Typiquement, sur une commission comme ça, sur le concours, il y en a plein, c'est des spécialistes du marketing, de la com ou quoi. Et du coup, c'est pas leur secteur. Si tu commences à partir dans le technique, bon, bah, tu vas les perdre. Et du coup, eux, ils se disent, ouais, j'ai rien compris, je sais pas si c'est vraiment intéressant son truc. Et du coup, je fais le truc, je pitch mon truc parce qu'il me demande de le pitcher devant lui. Je prends 10 minutes comme ça, mais c'est le truc de vulgarisant. Sauf que le gars, il est chaud en face. Il sait de quoi je parle. Et du coup, ça, je pense que ça sonne un peu amateur, mais j'étais pas au courant. Et là, il dit, c'est bon, t'as fini. Et là, ça a été 45 minutes de les mecs. Bah, le gars, là, m'a descendu pendant 45 minutes. Mais à coup de, ça me lâche des... mais ça, tu veux faire ça, mais t'es personne, t'as pas d'argent, personne te connaît, tu crois... tu vas le faire. Ça, là, nous, on y a déjà pensé et tout. Je représente tant, tac, tant de chiffres, nanana. Tu crois, t'as attendu et tout. Moi, je n'avais rien dit, je ne te connaissais pas, tu vois. J'ai juste une idée que je propose, tu vois. Et au pire, bah, fais-le si tu dis que tu peux le faire, tu vois. Et sauf que du coup, je ressors de ça un peu sonné. Et en fait... Alors, bon, jamais, moi j'ai jamais relancé derrière, ils m'ont jamais relancé. Et si demain je les croise, je dirais bonjour, salut, mais genre en mode je suis pas forcément partant pour avoir des relations, surtout avec ce gars-là, où du coup tu sentais c'était rapport de force direct. Et je pense qu'il y avait un rapport un peu à la domination il était âgé, expérimenté, je suis un petit jeune, et du coup il y avait, je pense, une petite satisfaction de, tu sais, on dit fort avec les faibles, faible avec les forts. Bon bah là, moi j'étais le faible, il était le fort, et en mode il me l'a fait comprendre. Et en plus de ça, il y avait peut-être un autre truc de, en soi il m'avait accordé le rendez-vous, donc j'imagine que ça les intéressait un peu. Et du coup le rapport de force il a déjà commencé. Si on continue à parler plus tard, on t'a déjà mis dans une situation où c'est nous qui dictons les règles, c'est nous qui imposons le tempo, etc. Et du coup, sur le moment, un peu groggy, tu sais, je sors de là, je me prends un café, tu vois, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Je pensais que c'était un rendez-vous sympa, non, que dalle. Et par contre, intéressant, du coup, dans les deux insights que j'en ai ressortis, je pense que c'est des bonnes leçons à garder en tête. Mais de toute façon, tu sais un peu comment l'appréhender maintenant. Ouais, clairement. Aussi, parce que tu vas encore en prendre d'autres et ça c'est clair. Clairement. Mais genre, du coup, tu sais un peu la violence du truc de ressentir le rapport de force de façon aussi frontale, qui est une situation où je pense que tu la vis beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, où rien n'est fixé. Genre techniquement, c'est comme si on s'était jamais vu. Et genre, c'était pas dans une relation... Bon, en fait, si ça se passe dans le monde du travail, ça peut se finir au prud'homme le truc, parce qu'il y a une relation qui est codifiée, et où du coup, la personne n'a pas à faire ça. Là, je vais pas aller au prud'homme pour ça. Il m'a désaligné pendant 45 minutes, tu vois. Non, tu peux pas. Mais du coup, bonne leçon. Et par contre, je pense que ça marche beaucoup comme ça. Et de toute façon, si tu veux monter des projets, il y a un moment où tu dois faire face à cette adversité qui n'est pas toujours de bonne foi. Mais c'est à ce moment-là où il faut être sûr de tes appuis. Et c'est là où, justement, si on revient au fait de creuser le besoin, etc., en fait, en creusant ça, tu te rends compte de quelles sont les forces de ton projet. Parce que c'est le besoin qui va dicter le truc. C'est ça qui va t'amener l'attraction auprès de tes clients, etc. Et du coup, entre guillemets, les seuls à qui tu as à rendre des comptes, c'est ça. Bon, à part si t'es avec des prestats et t'as fait n'importe quoi avec des prestats. Mais c'est un peu eux, genre,
vraiment les gens qui peuvent te dire bah non là c'est n'importe quoi ce que tu fais. Sinon d'autres gens en fait faut le prendre de ok soit on bossera ensemble soit on bossera pas ensemble. Mais par contre ça ne doit pas te faire changer d'avis sur la nature de ton projet. Faut genre les joyaux de la couronne ils sont dans le client et dans l'utilisateur de ce que tu montes et rien d'autre. De toute façon, généralement c'est quand tu as trouvé le bon endroit où piquer que tu auras des gens en face. Si ton projet n'avait aucune chance de sortir, s'il n'y avait aucun besoin que tu couvrais derrière, tout le monde te dirait c'est bien garçon, vas-y, t'inquiète, on te regarde de loin, tu vas t'amuser. Allez, envole-toi. Si le mec ça l'a piqué ou si le mec à un moment il s'est un peu énervé ou il essaie de montrer quelque chose, c'est qu'il s'est dit oh putain je pense qu'il a quelque chose et que soit il n'avait pas trouvé lui-même, soit il ne savait pas comment le faire. Soit il n'a pas réussi. Soit il s'est dit putain il a soulevé quelque chose en tout cas. Tu vois. Je pense qu'en soi c'est une expérience pas très agréable. Non mais franchement super formateur. Moi j'en retire que du positif, genre je suis content que ça me soit arrivé. Et tu vois, même ça m'a. Je sais que ça m'a conforté après sur des relations dès que je bosse avec des gens, etc. Aussi, ça te donne le tempo de ok, quelle personne tu veux être. Est-ce que tu veux être ce type-là que tu as rencontré et tout, ou est-ce que tu veux plutôt proposer une autre voie, un autre moyen de faire les choses qui est peut-être plus en accord avec tes valeurs et comment tu vois les relations, même si c'est dans un cadre économique, même si c'est dans un cadre concurrentiel ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme tu dis, en fait, ce que tu dis, c'est vachement intéressant, c'est de voir aussi quel type de personne tu veux être. Et ça, dans la finance, je l'ai beaucoup vu. Parce que bon, quand t'es jeune et tu sors de là, t'idéalises peut-être tout un monde, etc. Et en fait, c'est vraiment en travaillant dedans, que ce soit l'alternance et même le boulot suivant, que tu vois vraiment, moi pour mon métier de conseiller en gestion de patrimoine, quel conseiller tu veux être. Parce que tu vois quand même que 80% aujourd'hui, je me dis, c'est vraiment des gros connards. Et trouver la personne que tu as envie de suivre, que tu as vraiment envie. Moi aujourd'hui, je suis dans un cabinet où vraiment la personne qui me dirige, en tout cas, c'est la personne. Pas que je réalise, mais que je me dis voilà, c'est ce type de conseiller que je vais être. Mais comme tu dis, tu as besoin aussi d'avoir ces références-là, te dire vers quoi je vais, qui j'ai envie de devenir, et j'ai pas envie de devenir le gros compte financier ou le gros compte dans la finance qui snob les autres, ou ça y est, j'ai un gros capital, je suis blindé, j'ai des pouvoirs, j'ai des relations, je chie sur tout le monde, et toi tu te dis voilà, si j'étais à la place du mec, est-ce que j'aurais pas voulu plutôt me dire voilà, l'intérêt sur le projet, comment tu fais ça, tiens, est-ce qu'on pourrait pas améliorer comme ci, comme ça, plutôt que d'aller te dézinguer pendant 45 minutes complètement. Ouais, je l'avais rencontré du coup, on avait échangé grâce à toi en visio, et c'est vrai que tu as l'air d'avoir un boss qui est cool et qui a ce côté par le cash, mais par contre il te met pas d'intox, il te met pas de bullshit dans la face. Il faut que ce soit franc, mais c'est ça, mais c'est de la franchise, mais du coup ça montre aussi qu'il est honnête dans son truc, dans sa démarche. C'est ça, il y a une vraie notion de respect de je respecte ton intelligence, je vais pas te blablater, de ça juge que c'est bien, ça non, tac. Et je vois le côté inspirant qu'il peut y avoir de bosser avec quelqu'un comme ça, surtout dans le milieu que tu décris. Parce que voilà, dans un milieu dur, d'avoir de l'amour et de la bienveillance. Toujours. Ça fait quelques semaines là, on en parle de ça. En fait, c'est un podcast sur l'amour. C'est vrai. Et tu as raison. En parlant d'amour. C'est là qui va briller. C'est la minute qu'on avait dit qu'elle allait arriver. Il y a un amour qui est arrivé. Mais le deuxième amour, t'as pas commencé seul ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'associé au début avec qui j'étais. Du coup, on avait commencé à se mettre ensemble dessus. Mais en fait, moi, j'étais parti sur cette idée-là. En gros, c'était moi qui avais ramené l'idée. Lui, il avait des super compétences. Du coup, il venait d'école d'ingé. Du coup, les compétences tech, en gros, il aurait pu prendre le rôle CTO sur ce projet hybride, du coup, fintech, quoi. Et en fait, les pivots successifs, l'ont plutôt déchauffé. Ouais. Je pense que c'était quand tu creuses comme ça, en fait, t'es pas encore dans le côté tech. Et du coup, il se retrouvait à faire que de l'analyse, de l'idéation et creuser les idées, mais dans des secteurs où il avait peu mis les pieds avant et où il touchait pas encore du doigt l'imbrication tech avec ce qu'on voulait mettre en place, mais parce qu'il fallait s'assurer d'un besoin avant de lancer le moindre truc. Tu vas pas développer un truc où en fait, au bout de 2 semaines, non, il n'y a pas de besoin. Et du coup, je pense que ça
ça l'a fatigué mentalement et ça lui plaisait moins. Et en plus de ça, lui aussi, il avait un pré-étudiant sur le dos qui, du coup, tapait. Je crois que lui avait commencé à le rembourser à ce moment-là où il allait tout juste commencer à le rembourser. Et du coup, il a dit vas-y, je préfère aller chercher du boulot. Et puis voilà, et là, on s'était recroisés pour boire un verre, mais avec des potes qu'on avait en commun, toujours en très bons termes et tout. Après, c'est vrai que par moments, quand on bossait, on s'est associé un peu vite. Et je me dis peut-être ça vaudrait le coup de prendre plus le temps de voir si c'est un match et si chacun est épanoui. Parce que là, nous tous les deux, on s'est lancé un peu vite et amicalement, ça allait super bien. Mais en fait, quand tu sais pas trop, t'es dans l'incertitude vis-à-vis du projet, comme tu le creuses, et en plus, t'as le côté travail, mais tu sais jamais vraiment trop sur quoi tu travailles. Si t'es pas à fond aligné sur la même direction, bah en fait, ça, forcément, pas la relation, elle se grince un peu, mais juste dans le cadre professionnel, c'est moins plaisant, quoi. Oui, c'est pour être plus le même plaisir d'être avec d'avancer dans le projet, en tout cas avec la personne, quoi. Ouais. Okay. Du coup, cette personne, elle s'est retirée à quel moment dans le Avant, il n'y avait rien encore. En gros, tout était officieux et on savait qu'on allait faire 50-50. Mais toi, ça t'a pas mis de gros coups, on va dire. Non. C'est pas comme si t'avais vraiment bien démarré le projet, beaucoup de choses mises en place. Non, clairement pas. Franchement, pour ça, c'était une rupture à l'amiable. Prononcée par le juge. Ça me fait rire. Nous avions fait un contrat de mariage. Toujours. Malheureusement, il a gardé le petit par contre. Tu pouvais pas t'en occuper, t'as déjà. Ouais, je veux lancer à fond, je voulais pas. De temps en temps, je vais voir Timéo. Il a déjà grandi depuis. Il a déjà 18 ans. Il joue au baseball. Voilà. Ok, aujourd'hui, pour aller plus loin sur Paper Rock, quelles sont les difficultés pour toi pour passer au next step? Là, la difficulté, c'est des trucs que je suis en train de résoudre là. C'est en gros, il y a eu un virage, notamment tu sais, après l'échange qu'on avait eu. Il y a dans le circuit de distribution, je pensais passer sur du B2B2C. Et c'est-à-dire, du coup, tu t'appuies sur des professionnels avec qui des synergies sont possibles pour toucher leur clientèle. Mais en fait, tu rends service à leur clientèle, eux, ça sert leur clientèle, donc il y a des synergies qui peuvent être intéressantes. Et en fait, c'est les conseillers en gestion de patrimoine. Mais en fait, pour les plus gros, ils n'ont pas d'intérêt parce que le système, il est bien huilé en leur faveur. Et en gros, les commissions que payent les clients à l'heure actuelle, elles servent à rémunérer ces conseillers-là. Et du coup, il y en a ceux qui sont davantage en freelance, à part quelques rares cabinets comme vous, où clairement c'est une dynamique différente dans l'approche avec le client. Mais sinon, les autres, il y a un côté presque sales, où en fait, ils vont placer les produits auprès de clients. Ils ont un portefeuille assez large qui fait que du coup, il y a de la concurrence entre les produits. Mais par contre, ils essayent juste de placer les produits auprès de leurs clients. Et dans la majorité des cas, c'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est davantage un côté sales que conseiller, tout du moins sur les SCPI qui placent dans le portefeuille de leurs clients. Et du coup, il est moins pertinent de s'appuyer sur eux. Il y aura toujours un aspect là que je suis en train de développer sur la plateforme pour que les conseillers en gestion de patrimoine puissent rentrer sur la plateforme, s'identifier en tant que conseiller en gestion de patrimoine et rentrer leurs clients pour du coup proposer à leurs clients de bénéficier des services de la plateforme en le faisant pour leur compte. Mais dans toute la stratégie d'acquisition utilisateur, en fait, on va passer davantage sur du B2C où on va aller toucher directement les clients qui ont ces pain points, qui les ressentent et qui souhaitent avoir une nouvelle solution qui réponde à ces problématiques-là. Mais ça veut dire que sur ça, la problématique à l'heure actuelle, c'est de bétonner l'expérience utilisateur. Si on passe par à l'origine, du coup, la plateforme a été presque prête, elle allait sortir et du coup, j'avais quelques cabinets, en tout cas freelance CGP qui étaient intéressés et j'essayais d'avoir des cabinets qui me suivent avec moi pour co-construire la plateforme. Et dans ce cas-là, dans l'expérience utilisateur, comme tu co-construis ton produit, c'est OK s'il y a des petits bugs. Bon, il ne faut pas des bugs majeurs, mais en mode si l'expérience utilisateur elle n'est pas parfaite, parce que tu expliques, ça répond à leurs besoins, eux ils savent et du coup ils savent que c'est une co-construction. Dès lors que tu passes sur du B2C, il faut que ce soit bétonné parce que là demain on ne s'était pas croisés, tu vas voir ma plateforme, tu tombes dessus par hasard, il y a un truc un peu shady, genre une interaction qui ne te paraît pas fluide ou quoi, tu vas te barrer, ou un truc surtout dans le secteur financier où tu n'as pas parfaitement confiance et donc tu n'es pas parfaitement séduit par l'interface utilisateur, tu n'as pas envie d'utiliser. Parce que méfiance et parce que aussi flemme de me rajouter un autre outil où je sais pas encore, là c'est le lancement, du coup
il faut bétonner ça. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire, d'essayer de step up l'UX pour que l'expérience soit la plus fluide possible, esthétique aussi, que ce soit vraiment un plaisir de passer sur ça. Et à côté aussi, bétonner toute la stratégie de ranking, mais qui est corrélée à ça. En gros, faut être, là, il y a toute une stratégie de contenu qui va sortir. Et faut aussi ranker sur tous les mots-clés pour commencer à se positionner. Mais bon, tu as 12 000 critères dans le SEO, tu en as 200, je crois, plus de 200. Mais parmi les plus importants, c'est l'autorité que tu as, donc il faut que ton expertise elle soit respectée et que du coup ton avis soit écouté. Donc en gros, tout ce que tu produis comme contenu, ça doit répondre à tous les critères un peu plus techniques qui vont faire que tu vas être facilement visible par l'algorithme Google qui scanne en permanence le web. Mais en plus, il va se fier à ok, est-ce que les utilisateurs ils ont lu ton article jusqu'au bout, ton contenu il est suivi, etc. Et du coup là, c'est toute la strat. Je suis en train de tout batcher là pour que ça sorte au fur et à mesure. Mais du coup, ça va être le vrai challenge parce que c'est ces deux piliers-là qui vont permettre justement d'aller toucher, même si c'est une niche, on n'est pas sur une communauté B2C de ok, on veut que tout le monde prenne notre compte bancaire, genre Trade Republic, tu vois. Venez tous chez nous. Mais malgré tout, il faut bétonner tout ça. Sinon, mon lien Trade Republic dans la bio. Ça va chercher la collab. Ça fait gagner des sous. J'ai un pied étudiant à Pensez à nous, putain. Donnez la force. Ok, ouais, donc c'est deux piliers, et là c'est ce que tu attaques en ce moment. Bah, en tout cas, c'est les deux enjeux majeurs sur lesquels je vais mettre vraiment le paquet là. Et après, les autres piliers, ils vont arriver, il y en aura d'autres, mais bon. On va déjà commencer par résoudre cela. Ouais. Il y a déjà pas mal à faire. Boulot, tu vas me passer un été, un hiver. Non, normalement, c'est bon. À septembre, c'est lancement officiel à grande échelle. Et pendant l'été, on va faire les tests bêta. Donc, c'est lancement bêta. Sera peut-être qu'avec des utilisateurs qui sont inscrits et qui on ouvrira la plateforme. Parce que le but, c'est pas de faire du volume pendant l'été. Déjà parce que tu te lances pendant l'été, les gens n'en ont rien à faire. C'est les vacances. C'est pas le montage. Je comprends pas pourquoi personne ne vient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je veux pas placer là, je veux écouler. D'accord, ouais, bah écoute, j'espère qu'il y aura une soirée de lancement. Carrément. Carrément, ouais. Avec grand plaisir, on testera cette plateforme. Carrément. Un bel avenir. Je te propose un petit jeu, assez connu mais toujours sympathique. Je te pose le plus de questions possible en 1 minute. Ok. Enfin, le plus de Attends, questions c'est en mode burger quiz ou il faut que je réponde à celle d'après? Non, je réponds instinctivement à ce que je te pose. Ok. Alors, le plus de questions possible, il y a soit une liste définie, donc si ça fait 1 minute 30, ça fera 1 minute 30. Allez, est-ce que tu es prêt? Voilà. Pression. Non, ça reste sympa. Tu dois t'associer avec quelqu'un, tu choisis qui? Là, à l'heure actuelle, je dirais un profil expérimenté. Genre gros senior, mais cador, tu vois. Vu que jeune, faut que je réponde vite ou pas? Faut pas développer? Ok, on peut savoir. Ok. Si tu devais choisir un super pouvoir, ce serait lequel? Déjà eu cette discussion, je prends le vent direct. Avec le vent, tu peux tout faire. Ouais, c'est bien de voler, c'est cool. Genre, tu peux t'auto-voler comme ça. Ouais. Tu peux tout. Bon, Tu peux tout encore une fois, faut pas développer. Voilà. Mais prenez le vent, les mecs. Je contrôle le vent. Paperrock à 20 millions de CA ou ton compte perso à 1 million? Paperrock direct, même pour des raisons fiscales, c'est plus intéressant. Hein. Tout le temps. C'est 1 million sur ton compte. Hein. Tu as réussi et tu es millionnaire, tu fais quoi maintenant? Je pense des projets artistiques. Je ferais que ça. Ouais. D'accord. Donc je me régale. Vidéo, musique, même pour d'autres potes qui se lancent et tout, les accompagner. Ouais. Ta pire habitude? Pire habitude, la clope avec le verre. Hein, je pense. On l'a tous. Pour la santé, c'est pas terrible. Hein. Alors, non, c'est clair. Ta moustache ou Paperrock? Aïe. Elle est tragique celle-là. Elle est tragique. Je suis obligé de dire ma moustache. Sans elle, j'ai plus aucune crédibilité. C'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est statutaire, tu peux pas. L'identité. Paris sous-côté ou sur-côté? Cette saison, j'étais le premier à critiquer Paris. Toute l'époque Qatari, Superstar et tout, mais cette saison c'est beau. Genre, franchement, et pourtant je suis pour le gym et tout, mais là franchement c'est un beau groupe, c'est beau ce qu'ils ont fait. Belle saison.
SCPI préféré. Ah. Je sais même pas si. Je préfère ne pas y répondre tout court, de peur que sur la plateforme ça puisse être sorti de. Ah ouais, c'est Hirocon à skip. Comment est-ce qu'on fête la réussite? T'as réussi? Comment est-ce qu'on fête? Ah, ça c'est direct, gros resto, petite soirée mais entre potes, un truc. Chill. Genre pas juste une bonne bouffe, tu vois. C'est chill que au début, enfin du repas complètement arraché. Non, un truc, moi je veux vraiment un truc de t'es avec tes potes, t'es tranquille, pas ça fait péter les bouteilles, t'as vu le carib? Tu l'as vu là ou pas? Ça j'en ai rien à secouer. Vraiment c'est juste de bons potes, tu rigoles. Peut-être un petit resto de tacos à Paris. Peut-être j'irai là-bas. Tu dois partir demain avec un sac à dos, tu vas où? Ah, au Japon direct. Ah ouais, clair. Japon, ouais. Très belle destination. Très belle destination. Ouais. Où est-ce que tu te sens le mieux? Là, en gros, je viens de rencontrer l'amour. En ce moment, c'est chez ma copine. C'est beau. C'est la lune de miel, c'est le début. C'est beau. Ah, c'est beau. On s'y retrouve. Elle est à Paris aussi. Ah, Est-ce pour ça que c'est plus à Paris? L'amour parisien. C'est beau, là. C'est beau. Tu l'as tout fait. Exactement. Bon débit. Que dirais-tu à Armand il y a 5 ans? Tu peux la développer celle-là si tu veux. Je faisais quoi il y a 5 ans? Une copie à verre. Je dirais, retourne-y. Hein. Retourne-y. On sait ce qui se passe en Erasmus. Hein. Tu vas pas me faire. C'est pas là-bas que t'as eu tes compétences. Hein. Ou d'autres compétences. Il n'y a pas que chômer à Milan. Ouais, la géopolitique. En Erasmus, la géopolitique. Ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, on va passer un peu plus sur ton avenir. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis que tu t'es lancé? Sur ça, je pense, c'est de ne pas avoir pris de presta pour faire la plateforme et de me former moi-même. Ouais. Et ça, il y avait clairement... Bon, clairement, en fait... et c'est vrai que ça, on l'a pas dit tout à l'heure, mais quand on dit se former et tout, en fait, c'est aussi parce qu'on n'a pas de thunes. Genre, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est vrai. Mais en vrai, du coup, c'est très cool. Ouais. Genre, typiquement, on faisait un peu de son avec des potes. J'ai appris à faire du mixage audio. Par rapport à d'autres gens qui en faisaient pas et qui payaient parce qu'ils avaient la thune pour prendre un ingé son, en vrai, j'ai appris plein de trucs qui après te servent artistiquement, tu vois. Ouais. Et là, c'est pareil. Du coup, le calcul, c'est aussi de se dire, si tu prends un presta, mais genre, sur les 20 personnes à qui j'ai parlé, qui sont des entrepreneurs plus chevronnés, qui ont déjà plusieurs expériences à leur actif, qui me disaient ce use case spécifique, il n'y en a qu'un qui s'en est sorti ou en mode ils ont vendu à l'équilibre. Sinon, tous les projets, c'était perte sèche. Parce que en fait, un prestat, tu vas le prendre, mais ce qui compte quand tu développes un truc, c'est pas forcément ça compte ce que tu délivres la première fois. Mais ce qui compte, c'est ce que tu vas avoir après et comment tu vas itérer en prenant en compte toutes les métriques que tu obtiens de la part de tes utilisateurs. Et du coup, si tu prends un prestat, il va te faire ton truc, tu l'as payé pour. La majorité, ils vont dire oui, t'inquiète, je vais te suivre, je te ferai les retouches, etc. Mais ils ont plus d'incentives pour te les faire après. Et du coup, en fait, t'as pas internalisé le truc. Lui, forcément, il a d'autres clients. Donc, il peut pas, même s'il est de bonne foi et qu'il veut t'aider et qu'il fait ce qu'il a dit, il pourra pas mettre le temps dont toi t'as besoin avec la réactivité dont t'as besoin. Et du coup, il faut internaliser tout ça. Et vraiment, tous les retours d'entrepreneurs que j'ai eus disaient internalise ça, c'est vraiment le truc décisif. Sauf que je pouvais pas l'internaliser parce que pas encore de cash pour payer des salaires à ce moment-là. Je me suis formé tout seul, donc c'est programmation visuelle, mais du coup on est sur du no-code, low-code. Mais ça suffit amplement, et après c'est les langages de codage classiques, c'est du JS pour le front-end et c'est du MySQL et NoSQL pour le back-end. Et en gros, sur ça, t'as aussi la garantie de demain ça se casse la gueule. En vrai, j'ai appris des trucs qui servent de ouf dans l'économie de demain. Et du coup, genre ça minimise encore plus le risque de même si je continue là et imaginons pour une raison X ou Y ça prend pas, et grâce à ça j'ai ma porte de sortie, alors que sinon la porte de sortie, j'en aurais eu une quand même, mais en mode elle est pas aussi forcément pertinente pour les choix de carrière ensuite, alors que là le fait de l'avoir internalisé, et en plus si demain j'espère ça va recruter un CTO, le CTO, je pourrais parler son langage, puisque du coup je me suis formé sur ça. Donc même si tu recrutes quelqu'un, en vrai si tu as zéro notion dans ça, dur de choper le bon profil. Exactement. Et ça va se jouer à l'honnêteté du gars pour pas te la faire à l'envers et pas te bullshiter des trucs. Exactement. Et même l'honnêteté du gars, en vrai, c'est pas stimulant pour lui.
Oui, tu connais pas. Gars, tu fais, ok, mais tu ça va sais ce que toucher. tu veux faire ou... C'est ça. Du coup, t'as pas le choix si tu veux monter un projet secteur fintech. En tout cas, moi, dans ma situation, j'avais pas le choix. Fallait l'internaliser et clairement, je pense que c'est une meilleure décision pour toutes ces raisons-là, tu vois. D'accord. Ah, mais c'est vrai. Moi, maintenant, tu sais tout faire, entre guillemets, le panel de ton entreprise. Ça, et et puis ce même. dont tu as besoin. En compétences, tu dois être très très chaud quand même. Après, ouais, mais tu te spécialises pas tant que ça. Ouais, En ouais, fait, t'as ce tu truc Tu de... touches à beaucoup de choses. T'as pas le temps de... Et clairement, genre, n'importe qui s'y connaît un peu dans chaque secteur que j'ai Ouais. creusé s'y connaîtra toujours plus que moi, par Ouais, contre. ouais, bien sûr. Mais je pense... Et tu peux parler avec la personne. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est là Tu où peux tu toucher à peux plusieurs sujets. discuter et tu peux justement te reposer sur leurs compétences et savoir... C'est un peu ce qu'on disait avec les IA, si tu sais pas quoi demander, ok, il peut tout faire, mais tu sais pas quoi demander. Et du coup, Tu sais pas si le... ça va te répondre non plus. Ouais. Tu sais pas si c'est Exact. bon. Ouais, c'est ce qu'on dit garbage in, garbage out. Mais du coup, à ce titre-là, ça peut. C'est pertinent d'avoir toujours ce minimum de compétences et après de pouvoir se reposer sur les autres. Bon, pour l'instant, ça se repose. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Et quels sont, à toi, hein, pas de la boîte, tes objectifs à court terme et long terme? On a parlé de Timéo tout à l'heure. Ouais. C'est un objectif, mais vraiment toi à court terme et long terme, qu'est-ce que tu envisages pour ta vie? Tu veux dire en global Alors, ça va sonner un peu slogan. Ça va même sonner carrément slogan. Spoiler, mais en vrai, c'est apprécier le processus. Je crois que je suis pas trop dans une vibe de. Non pas que je me donne pas, parce qu'en vrai, si, c'est une masse de sacrifices et tout, et quand même, je suis un peu tout le temps dessus, sur chacun des projets que je veux mettre en place. Mais je veux pas être un entrepreneur wannabe, le mec il est en burn-out complet, il est imbuvable avec tout le monde, parce que en fait, il se tue à la tâche pour alimenter un truc où il a aucun équilibre dedans. Et du coup, je pense qu'il apprécie pas le process. Et en vrai, on est jeunes tous les trois. Si tu n'apprécies pas le process maintenant, tu vas juste finir aigri à 40-50 ans et péter une durite. Mais en mode, on est quand même sur nos meilleures années. Et même si c'est beaucoup de charbon, beaucoup de travail, en vrai, il faut apprécier ce process-là. Pour l'instant, c'est le cas grâce à du coup un peu la pluridisciplinarité du truc. Ouais. Du coup, chacun des trucs que je fais, il faut que je m'y forme. Et du coup, t'as un peu ce truc de t'es un apprenti tout du long, t'es un élève et tu t'apprends. Mais je dirais que c'est ça l'objectif court et même moyen terme. Et après, moyen terme, forcément, c'est là où les résultats vont un peu plus rentrer en perspective. Et j'aimerais bien que chacun des projets prenne. Du coup, celui-là et même les autres que j'ai avec des potes à côté. Ouais, c'est cool. Après, c'est normal. Hein. Quand tes bébés ils grandissent et que ton projet il grossit. Ouais, c'est ça. Puis même, justement, de pouvoir se reposer sur d'autres. Après, tu en as qui, dans leur vision, leur projet, eux, ce qu'ils aiment, c'est toujours être au commencement, toujours être au début. Ah C'est-à-dire ouais. qu'ils vont commencer un projet, ils vont le monter, il va réussir ou pas, et ils vont très rapidement le vendre et repasser à autre chose. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que, imaginons demain un Pepper Rock continue, t'auras fait entre guillemets, je te donne un step un peu comme ça, mais ton premier million, tu vas dire ça y est, c'est bon, maintenant je trouve quelqu'un, je le revends et je passe à autre chose parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les débuts, etc. etc. Fondé. Ça, je saurais pas te dire. Il y a moyen, peut-être. Je sais pas. Je pense que ça dépend des opportunités que tu as aussi. Genre, tu sais, il y a cette phrase de quand on veut, on peut, mais en réalité, d'un point de vue sociologique, c'est beaucoup plus quand on peut, on veut. Et du coup, ceux qui sont comme ça, c'est qu'ils ont eu la possibilité de. Et parce que le truc il a pris, parce qu'ils avaient un acheteur, et du coup, dans ce cas-là, je pense que je pourrais pas te répondre parce que cette question, tu as la réponse quand elle t'arrive, mais tu peux difficilement te la poser. Bon, j'imagine, il y a bien 2-3 zinzins qui disent non, moi, dans 6 mois, c'est terminé, tu ne me vois plus, c'est terminé. Mais c'est marrant, tu sais que c'est De Vinci, je crois, qui était comme ça. Il commençait 12 000 trucs et il a jamais rien fini presque. Genre, c'est une succession de projets inachevés, sa vie. Mais bon, t'as quelques dingueries dans le lot. C'est donc arrive à passer. C'est ça, finalement, t'en fais plein et puis ça passe au milieu. Mais tu sais, c'est un peu cette adrénaline du commencement. Et puis une fois que t'as pas fait le tour, mais j'allais dire que t'as vu un peu comment ça fonctionnait. Allez, c'est bon, j'en ai marre, je passe à autre chose, je recommence autre chose. Quoi. De là à dire que tous ces entrepreneurs sont des gros TDAH en puissance, il y a un pas. Mais petit à petit, on y Ça arrive. peut. Ça sort reconnu dans le système. Il faudrait inviter un expert. Oh non. Est-ce que t'as une question à ça? T'as parlé moyen terme et court terme, mais toi, dans ta vie perso, en long terme, tu te verrais où plus tard? Je sais que c'est dur à répondre comme plus question. tard. Ouais.
Écoute, ça a pas mal évolué là de par la rencontre amoureuse, où ça se projette pas mal. Mais si tu lèves le doigt vers le ciel, on a l'impression qu'elle est morte. Non. Menottes au poignet, monsieur, vous étiez où dans la nuit du 26-27 là? Remettre dans le contexte, je viens de Paris aussi. Voilà, c'est pour ça que je fais ça, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, après, en termes de long terme, en vrai, idéalement, tu vois, il y a quand même un horizon où je me vois pas toute ma carrière dans ce secteur fintech. Ouais. Et aller plus vers l'artistique, mais maintenant, c'est aussi, en fait, c'est un milieu de requins. Il y a une phase de Alpha One, c'est les artistes aiment parler d'argent, les banquiers aiment parler d'art. Et en fait, t'as un peu ce truc-là de requin que tu retrouves même dans l'art. Et pourtant, j'ai une appétence pour ça maintenant, donc j'aimerais me projeter là-dedans. Mais tu vois, j'ai quelques potes qui y sont et tout. Et en fait, c'est un peu un milieu de requin aussi. Donc je me dis, est-ce que tu quittes pas un bassin de requins pour aller avec les Raymanta à côté où c'est tout aussi dangereux? C'est plus acharné. Presque. Mais reviens, reste, on est bien. On est bien là. C'est ta mission, regarde ton gars. Du coup, me diriger un peu plus vers ça. Et je sais pas, c'est ce qui me. À long terme, je me verrais plus vers ça. En fait, je suis un peu un bousillé de ça. Et du coup, en fait, j'aime bien tout ce qui, tous les trucs où ça va créer, apporter une nouvelle vision. Et en plus, je crois qu'il y a vraiment un truc à faire de. L'art, c'est quand même le vecteur. Et en fait, l'art, dans la définition étymologique, c'est la création. Et du coup, c'est le fait de juste créer quelque chose. Mais du coup, ça veut dire que c'est un moyen d'expression. Et j'aime beaucoup Astier, et du coup, j'ai vu pas mal des trucs qu'il faisait ou qu'il disait. Et il disait, là, avec les IA qui arrivent, en fait, si c'est dit par une IA, ça m'intéresse pas. Parce que c'est pas raconté. Et ce qui m'intéresse, c'est pas que ce soit d'une technicité formidable, même si bien sûr, tu as le côté satisfaisant, mais ça va être un véhicule pour t'amener à une émotion. En fait, le truc t'amène à une émotion. Et je crois que c'est un des vecteurs les plus puissants. Il y a dans Invictus, tu as le Morgan Freeman qui est Mandela. Et il dit à Matt Damon, au début quand il le rencontre, déjà il s'enquérit un peu de sa santé, bon tout ça c'est romancé j'imagine, mais il lui dit ça va, votre Jolie elle va mieux et tout, déjà pure punchline, le gars lui répond, vous savez non, je suis toujours blessé monsieur le président, ok on a compris qui t'étais Matt Damon. Et en fait après il lui pose la question de comment vous faites pour inspirer vos joueurs, genre comment vous faites pour obtenir le meilleur de votre équipe. Et la réponse de Matt Damon, c'est l'exemplarité. C'est je suis exemplaire et du coup ils savent qu'ils peuvent se reposer sur moi et que en gros je ne leur demanderai jamais quelque chose que je ne m'imposerai pas à moi-même. Et en fait, à cette époque-là, à ce moment-là, l'Afrique du Sud, ils sont nuls au rugby. En tout cas, sur le circuit mondial, ils sont pas bons. Et donc Nelson Mandela, en tout cas dans la façon dont c'est romancé, il dit mais non, il faut plus. L'exemplarité, ça suffira pas parce qu'il y a des équipes qui sont plus fortes. Donc faut que tu sois encore au-delà des capacités de ton équipe. Et la réponse qu'il apporte, c'est que le vecteur le plus puissant, c'est l'inspiration. C'est pas d'être un exemple, mais d'inspirer. Et du coup, c'est là où tu peux traverser plus. Et j'ai l'impression que l'art peut être un vecteur d'inspiration intéressant et où tu peux pas trop mentir, tu vois, ou sinon c'est de la com industrielle un peu dégueu. Et parce que c'est de l'émotion. Et du coup, je crois que ça m'attire à terme. Même pour faire un parallèle, là vous faites un podcast. Pourquoi vous invitez des humains? Techniquement, tu pourrais faire un podcast IA, tu vois, et sûrement qui dirait moins de conneries que nous. Mais c'est pas ça qui intéressera les gens, c'est pas ça qui va être pertinent. Ce que tu veux, c'est. En fait, on est tous juste des successions d'histoires qu'on se raconte en tête. Et c'est ça qui fait que tu vas te façonner ton identité à toi. Et nécessairement. C'est là où, du coup, la tendance IA et les gens qui s'en servent. Je sais plus quel chroniqueur disait ça, mais en gros, tu as une tendance sur l'IA à l'utiliser pour les trucs artistiques, mais en fait, dans la vibe cyberpunk, dans la mouvance cyberpunk, qui était un peu à l'origine dans l'imaginaire de tout ça, avant même qu'il y ait l'essor technologique, c'était dans les années 80, en fait, ils espéraient qu'il y ait un truc robotisé intelligence qui va prendre leur travail pour que justement ils se consacrent davantage aux trucs artistiques, créatifs, etc. Mais en gros, c'était pas pour le sous-traiter, c'était pour que ça leur dégage du temps pour le faire eux-mêmes. Et entre-temps, le message il s'est perdu, il s'est brouillé, et je pense qu'on a eu un peu le côté confort, on a été dans des bulles de confort par toutes les nouvelles technologies qui étaient là, où tu as eu un consumérisme un peu de tout, tu vois, les applis de rencontre, c'est en mode
Pourquoi tu vas prendre le risque d'aller parler, tu sais, d'avoir le petit battement au cœur avant d'accoster quelqu'un, cette fille qui te plaît. Là, c'est un mode tu swipes. Et du coup, tout ce truc-là, je pense que ça nous a préfaçonné pour potentiellement prendre une direction où, contrairement à ce que nos aînés souhaitaient faire avec l'usage de cette technologie, on va s'en servir pour, c'est quoi les trends là, avec les requins italiens et tout, là, Bombardiero et... où t'es dans les bas-fonds, là, vous avez pas vu passer ça? Pas vu. Et du coup, c'est genre t'es dans les bas-fonds d'internet, quoi. Ouais. Et ça a inondé tout. Ouais. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Et toi, ton aventure Pepperrock, comment est-ce que les gens peuvent te suivre finalement? Réseau, petit partage de réseau, là. Ouais, Exactement. Oh, ça lâche, ça lâche. Voilà. Eh ben, c'est Pepperrock, du coup, papier en anglais et rock tout attaché. Voilà, petit jeu de mots. Rapport. Il y a papier, hop là. Et sinon, il y a des pages Insta, Twitter, LinkedIn, Facebook, mais ça va principalement poster sur LinkedIn dans un premier temps et Instagram, puisque c'est les réseaux que je maîtrise le mieux et qui me paraissent le plus pertinents vis-à-vis des utilisateurs qu'on a. Pas de TikTok pour l'instant. Peut-être à voir s'il y a une sorte d'émolument collectif. Pepperrock sur TikTok. Let's go. Mais sinon, c'est tout. Et puis, on va essayer de partager un peu toutes les nouvelles avancées qui arrivent et surtout beaucoup de contenu. En vrai, l'idée, ça va être de vulgariser un maximum, apporter de la transparence sur un marché qui est quand même vachement opaque. Et nous, ça va être notre carte de jouer l'honnêteté. Les gars, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi ça se passait comme ça. Et voilà ce qu'on peut faire pour l'arranger en mieux. Et d'ailleurs, il y aura bientôt une annonce sur quelque chose que personne n'avait vu, que même votre meilleur conseiller en gestion de patrimoine ne vous avait pas dit. Oh putain. Attention, car nous avons eu une réponse de l'administration fiscale. Non. C'est moi qui vais faire passer un sale quart d'heure. Tu l'as mis dans une. Non. C'était en général. Tu auras l'info puisque je peux te la dire immédiatement après. Je prendrai des parts dans Pepperrock. Nous, on va se taire. Donc, on parle trop, mais on va te laisser la phrase de la fin et le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut se lancer et qui hésite un peu? Ok, je suis désolé parce que j'avais la blague de Kemar en tête. Et là, faut pas la faire. Tu me lâches un mot de la fin. J'ai été bousillé de ces vidéos-là. Elle était dans ma tête. Tu peux la faire. C'est ta fin à toi. C'est ta fin. C'est toi qui choisis. Ok. France.